Ce livre vous est offert. Restez bien jusqu'à la fin pour savoir comment l'obtenir en toute légalité. Quand je discute avec des parents d'adolescents, nos conversations tournent souvent autour des smartphones, des réseaux sociaux et des jeux vidéo. Les histoires qu'on me raconte se ressemblent étrangement. L'une d'entre elles revient fréquemment, celle du conflit permanent. Les parents tentent d'établir des règles, mais face à la diversité des appareils, aux arguments incessants et aux moyens de contourner les restrictions, la vie familiale devient un champ de bataille. À force, les rituels familiaux et le contact humain disparaissent, submergés par cette marée technologique qui envahit autant les parents que les enfants. La plupart des récits ne mentionnent pas directement des troubles mentaux, mais ils reflètent une inquiétude latente. Un sentiment que quelque chose cloche, que leurs enfants passent à côté de presque tout à mesure que leur temps d'écran s'allonge. Parfois, les histoires sont plus sombres. Certains parents ont l'impression d'avoir perdu leur enfant. Prenons l'exemple d'une mère rencontrée à Boston. Elle m'a décrit les efforts qu'elle et son mari avaient de déployer pour éloigner leur fille Emily, 14 ans, d'Instagram, voyant les effets néfastes que ce réseau social avait sur elle. Ils avaient essayé divers logiciels de contrôle parental, mais la vie de famille est devenue une lutte permanente. Emily a fini par trouver un moyen de contourner les restrictions. Lors d'un épisode particulièrement éprouvant, elle a pris le téléphone de sa mère, désactivé le contrôle parental et menacé de se suicider si ses parents le réinstallaient. J'ai l'impression que pour retirer les réseaux sociaux, et le smartphone de sa vie, la seule solution serait de déménager sur une île déserte, m'a-t-elle confié. Chaque été, il l'envoyait pendant 6 semaines dans une colonie où les téléphones et autres appareils électroniques étaient interdits. Quand il la récupérait, elle était redevenue elle-même. Mais dès qu'elle reprenait son portable, elle retombait dans la même agitation et morosité. L'année dernière, ils lui ont confisqué son smartphone pendant 2 mois, en lui donnant un téléphone à clapette à la place. Résultat, elle est redevenue elle-même. Quand il s'agit des garçons, les récits impliquent souvent des jeux vidéo, parfois mêlés à la pornographie, plutôt que des réseaux sociaux, notamment lorsque des joueurs occasionnels deviennent accros. J'ai rencontré un menuisier qui m'a parlé de son fils James, 14 ans, atteint d'un léger autisme. Avant la pandémie de Covid-19, James avait fait des progrès notables à l'école ainsi qu'en judo. Mais après la fermeture des établissements scolaires, ses parents lui avaient acheté une PlayStation pour l'occuper. Au début, James semblait s'épanouir grâce aux jeux et aux interactions sociales qu'il y trouvait. Cependant, en augmentant son temps sur Fortnite, son comportement a changé. La déprime, la colère et l'indolence ont fait leur apparition. Face à ce changement soudain, ses parents ont décidé de lui retirer tous ses appareils électroniques. En réaction, James a montré des symptômes de sevrage. Irritabilité, agressivité et refus de sortir de sa chambre. Bien que ces symptômes se soient atténués au bout de quelques jours, ses parents se sentaient piégés. On se demande jusqu'où on peut aller, sachant qu'il n'a pas d'autres amis que ceux avec lesquels il communique en ligne. M'ont-ils confié? Ce qui unit ses parents, au-delà de la gravité ou de la nature de leur histoire, c'est un sentiment d'impuissance. La plupart ne veulent pas d'une enfance centrée sur le smartphone pour leurs enfants. Mais d'une certaine manière, le monde s'est reconfiguré. Et tout parent récalcitrant condamne son enfant à l'isolement social. Dans la suite de ce chapitre, je vous montrerai qu'un phénomène important est en train de se produire. Quelque chose a changé dans la vie des jeunes au début des années 2010, détériorant leur santé mentale. Mais avant d'explorer les données, je voulais partager avec vous des témoignages de parents qui ont le sentiment que leurs enfants leur ont été, en quelque sorte, volés et qui luttent pour les récupérer. Dans les années 2000, rien ne laissait présager une crise imminente de la santé mentale chez les adolescents. Puis, au début des années 2010, les choses ont brusquement changé. Chaque maladie mentale a des causes multiples, reposant sur une histoire complexe impliquant des gènes, des expériences vécues dans l'enfance et des facteurs sociologiques. Mon objectif est de comprendre pourquoi les taux de troubles mentaux ont augmenté chez la génération Z et certains millénials tardifs dans autant de pays entre 2010 et 2015, les générations précédentes étant beaucoup moins affectées. Comment expliquer la hausse simultanée partout dans le monde des taux d'anxiété et de dépression chez les adolescents? Greg et moi avons terminé The Coddling of the American Mind en 2018. Consultez l'annexe. Le graphique numéro 1 montre une augmentation soudaine et très importante des épisodes dépressifs majeurs à partir de 2012 environ. Sur ce graphique, comme sur la plupart des suivants, j'ai ombré une zone pour permettre de juger facilement s'il y a eu un changement entre 2010 et 2015, soit durant la période du grand recablage. En valeur absolue, le nombre de cas supplémentaires depuis 2010 est beaucoup plus élevé chez les filles que chez les garçons. Le tracé d'une courbe en forme de crosse de hockey apparaît clairement. Cependant, les garçons ayant démarré à un niveau plus bas que les filles, en valeur relative, correspondant au pourcentage d'évolution depuis 2010, les hausses sont similaires pour les deux sexes, environ 150%.
En d'autres termes, les cas de dépression ont été multipliés par 2,5. Cette augmentation touche toutes les races et toutes les classes sociales. Les données de l'année 2020 ont été collectées en partie avant et en partie après les confinements dus au Covid-19. À ce moment-là, une adolescente américaine sur 4 avait vécu un épisode dépressif majeur au cours de l'année précédente. Une aggravation est également visible en 2021 après 2020, avec des courbes montant en pente plus raide. Cependant, la majeure partie de la hausse a eu lieu avant la pandémie. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les nouveaux contenus. Qu'est-ce qui a donc changé dans la vie des jeunes au début des années 2010 ? La réponse réside dans l'arrivée massive des smartphones et des réseaux sociaux. L'entrée du smartphone sur le marché en 2007 a transformé notre vie, tout comme la radio et la télévision avant lui. Il s'est rapidement répandu dans les foyers, avec une phase initiale de croissance fulgurante. En 2012, près de 80% des adolescents américains possédaient un smartphone, contre seulement 23% en 2011. C'est à ce moment-là que la santé mentale des filles a commencé à s'effondrer, tandis que les garçons subissaient des changements plus diffus. Les adolescents passaient de plus en plus de temps dans le monde virtuel. Selon une étude de 2015, les adolescents disposant d'un compte sur les réseaux sociaux consacraient environ 2 heures par jour à ces plateformes. Globalement, ils passaient près de 7 heures de leur temps libre sur les écrans, jeux, vidéos en ligne et visionnage de vidéos inclus. En 2022, près de la moitié des adolescents se déclaraient connectés, presque tous. Cette transformation profonde de la conscience et des relations humaines a touché les adolescents américains entre 2010 et 2015. Ce fut la naissance de l'enfance du smartphone qui a définitivement sonné le glas de l'enfance du jeu. Il y a un détail non négligeable dans cette histoire, l'arrivée de l'iPhone 4 en 2010, le premier équipé d'une caméra frontale. Grâce à ce dispositif, faire des photos et des vidéos de soi-même devenait bien plus facile. Dans la foulée, Instagram a émergé comme un écosystème construit autour des smartphones et des selfies, exacerbant la comparaison sociale et l'anxiété chez les jeunes filles. En conclusion, entre 2010 et 2015, la vie sociale des adolescents s'est largement reportée sur les smartphones, avec un accès permanent aux réseaux sociaux, aux jeux vidéo en ligne et autres activités numériques. Ce grand recablage de l'enfance est, selon moi, la cause principale du déferlement de maladies mentales chez les adolescents amorcés au début des années 2010. La première génération d'Américains à avoir traversé la puberté, les yeux rivés sur leur smartphone, est devenue plus anxieuse, plus déprimée, plus prompte à se scarifier et plus suicidaire. C'est la génération que nous appelons aujourd'hui Génération Z. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un like et de laisser un commentaire. Pour aller plus loin, retrouvez gratuitement le livre audio complet en suivant le premier lien dans la description.